Vous êtes bien sur Média TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Dans la crise politique au Liban, le président Michel Aoun s'est félicité aujourd'hui du retour prochain du Premier ministre Saad al-Hariri, resté en Arabie Saoudite depuis l'annonce de sa démission il y a plus d'une semaine. Hariri a annoncé hier soir qu'il devrait rentrer très bientôt au Liban. La France et l'Allemagne appellent à la non-ingérence. Au Sénégal, 2 jours de débat sur la paix et la sécurité en Afrique. Dirigeants, experts et membres de la société civile sont réunis pour cette 4e édition du Forum de Dakar. Objectif, échanger sur les défis sécuritaires du continent. Et le Venezuela est au bord du défaut de paiement, une option farouchement niée par le président Nicolás Maduro. Maduro a rassuré ses compatriotes, le Venezuela ne se déclarait jamais en défaut de paiement. Cette déclaration est intervenue avant 2 réunions cruciales tenues aujourd'hui. La crise politique au Liban fait toujours l'actualité. Le président libanais Michel Aoun s'est félicité aujourd'hui du retour prochain du Premier ministre Saad al-Hariri, resté en Arabie Saoudite depuis l'annonce de sa démission surprise il y a plus d'une semaine. Hariri a annoncé hier soir qu'il devrait rentrer très bientôt au Liban. La France et l'Allemagne appellent à la non-ingérence. Commentaire de Souhab Taha. Avec nous en direct depuis Beyrouth, notre correspondante Mélanie Moué. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. D'abord, comment le discours de Saad Hariri a-t-il été accueilli au Liban? Que faut-il retenir de son interview? Alors déjà, sa prise de parole était très attendue ici au Liban puisque Saad Hariri était resté muré dans le silence depuis l'annonce surprise de sa démission de Riyad en Arabie Saoudite il y a 9 jours. Hier soir donc sur la chaîne de télévision Futur TV, dont il est le principal actionnaire, il a déjà démenti toutes les rumeurs qui le disaient détenu et assigné à résidence par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et il a affirmé qu'il reviendrait, vous l'avez bien souligné, dans les prochains jours au Liban. En réaction, le président de la République, Michel Aoun, s'est donc dit optimiste et il a confirmé qu'il attendait de pied ferme Saad Hariri à Beyrouth avant de se prononcer sur sa démission. Alors, certaines voix discordantes se sont cependant élevées et ont manifesté leur gêne devant l'interview du Premier ministre démissionnaire, relevant plusieurs éléments jugés troublants, comme les traits fatigués et tristes de Saad Hariri, sa consommation d'eau jugée frénétique et la présence suspecte d'un homme dans le champ de la caméra de la présentatrice, la preuve irréfutable pour certains que les réponses du Premier ministre démissionnaire étaient étroitement surveillées ou voire même dictées par les Saoudiens. Alors Mélanie, cette interview apaise-t-elle les tensions au Liban aujourd'hui? Alors oui, effectivement, certains observateurs parlent de désescalade. Déjà parce que dimanche soir, le choix de vocabulaire de Saad Hariri a été bien plus modéré que celui de sa déclaration du 4 novembre dans laquelle il avait menacé, je le cite, de couper les mains de l'Iran. Et ensuite parce que le Premier ministre démissionnaire a évoqué la possibilité de revenir sur sa décision à la condition que le Liban applique une véritable politique de distanciation vis-à-vis des conflits dans la région. À comprendre entre les lignes donc que l'Iran ne s'ingère pas dans les affaires des pays arabes. Ont été mentionnés le Yémen, où les forces saoudiennes luttent contre les rebelles chiites houthis, soutenus d'après Riyad par Téhéran, et la Syrie, où le Hezbollah combat aux côtés des forces de Bachar al-Assad. Alors, Paris, ce soir, a salué une tentative de détente, mais encore une fois, pour certains observateurs au Liban, cette interview de Saad Hariri maintient au contraire le Liban dans l'œil du cyclone. C'est l'avis de l'universitaire et politologue libanais Karim El-Moussi. Pour lui, il s'agit en fait d'un jeu de poker. Et dimanche soir, je le cite, l'Arabie Saoudite, par la voix de son protégé, ou plutôt de son porte-parole Saad Hariri, a envoyé en filigrane un ultimatum à l'Iran. Merci beaucoup Mélanie Houé pour toutes ces précisions. En Syrie, maintenant, au moins 29 civils, dont des enfants, ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens sur un marché d'une localité rebelle. C'est dans une zone de désescalade du nord de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils sont précisés si ces frappes aériennes avaient été menées par des avions du régime du président syrien Bachar al-Assad ou de son allié russe. Et sachez que Daesh a reconquis aujourd'hui la ville de Boukamal, située dans la province orientale de
Deir ez-Zor. Cette ville reprise au milieu de la semaine dernière par les forces gouvernementales syriennes, le Hezbollah et des unités de mobilisation populaire ont lancé une offensive terrestre sur Boukamal après des mois d'intenses bombardements russes sur la ville. Dans le chapitre diplomatique, cette rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine, c'était aujourd'hui dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire. Les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales et de diverses questions régionales et internationales, dont la situation en Syrie. Le 29 octobre, le président turc et son homologue russe ont eu un entretien téléphonique consacré entre autres aux relations bilatérales, la coopération dans le domaine de l'énergie et aux moyens de trouver une solution politique à la crise syrienne. C'est un véritable drame. Un puissant séisme d'une magnitude de 7,3 a fait 407 morts et 6600 blessés en Iran, selon un bilan encore provisoire. Il devrait encore s'alourdir une fois que les secouristes auront atteint les zones touchées, justement plus isolées. Le séisme a été ressenti dans 14 provinces iraniennes, mais c'est celle de Kermanshah, située le long de la frontière avec l'Irak, qui a été la plus touchée. Un deuil de 3 jours y a été décrété. Selon des responsables sanitaires kurdes d'Irak, 6 personnes ont été tuées, au moins 68 autres blessées dans le district le plus touché d'Erbandikam, près de la frontière avec l'Iran. L'heure est à l'apaisement dans la crise catalane. Le président catalan déchu, Carles Puigdemont, a baissé le ton. Il s'est dit aujourd'hui disposé à trouver un compromis avec le gouvernement central de Madrid. Autrement dit, une autre solution que l'indépendance est possible. Les précisions avec Salma Saidi. C'est pourtant bien lui qui a inspiré les partisans de la séparation de la Catalogne au point de mener la région dans une impasse politique. Carles Puigdemont a affirmé depuis Bruxelles qu'une autre solution que la sécession était toujours possible en Catalogne. Serait-il en train de faire volte-face? Dans un entretien au quotidien belge le soir, le président catalan destitué se montre un peu plus modéré. Il a déclaré, je cite, « Je suis disposé et j'ai toujours été disposé à accepter la réalité d'une autre relation avec l'Espagne. » Carles Puigdemont est parti en Belgique après la déclaration de sécession votée en Parlement catalan le 27 octobre, suivie quelques heures plus tard de la mise sous tutelle de sa région par le gouvernement central, qui a immédiatement ordonné sa destitution et celle de son gouvernement. Le Parlement a été dissous et de nouvelles élections régionales sont convoquées pour le 21 décembre, alors que les prochaines élections étaient prévues en 2020. Carles Puigdemont envisage même de s'y présenter malgré le mandat d'arrêt de la justice espagnole dont il fait l'objet. Il précise dans l'entretien qu'il veut être le candidat d'une liste unitaire, ce qui semble difficilement réalisable à ce stade au vu de la situation politique catalane. Son parti, le Parti démocrate européen catalan, est en difficulté dans les sondages, dépassé par la gauche républicaine de Catalogne, avec laquelle il s'était allié pour gouverner depuis la fin de 2015, mais qui veut désormais se présenter en solitaire. Alors que le dossier catalan a plongé le pays dans sa plus grave crise politique depuis la tentative de putsch de février 1981, 55% des Espagnols sont favorables à des élections législatives anticipées. Et sachez que Madrid dénonce une ingérence russe dans le référendum catalan. Des groupes basés en Russie auraient utilisé les réseaux sociaux pour appuyer le référendum de sécession du 1er octobre en Catalogne. Leur objectif était de déstabiliser l'État espagnol. Selon les ministres espagnols de la Défense et des Affaires étrangères, ils affirment avoir des preuves. En France, maintenant, ce triste anniversaire. Il y a 2 ans, jour pour jour, 130 personnes ont perdu la vie dans les attentats de 2015, les attentats les plus meurtriers de l'histoire du pays. Le président Emmanuel Macron a présidé une série de cérémonies silencieuses à la mémoire des victimes. La France a tenu en restant fidèle à sa façon de vivre. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Édouard Philippe, le Premier ministre français. Les détails dans ce sujet signé Khadija Hassan. 2 ans après la tragédie, l'émotion reste palpable. C'est en toute sobriété que l'on a choisi de rendre hommage aux victimes des attentats de Paris, en souvenir de ce vendredi 13 novembre 2015. 2 ans passés à se souvenir. Je me souviens qu'il y a 2 ans, le 13 novembre tombait un vendredi. Je me souviens qu'il faisait chaud ce soir-là. Je me souviens de Paris et de Saint-Denis. Je me souviens du Stade de France, de la Bonne Bière, du Casa Nostra, du Petit Cambodge, du Comptoir Voltaire, de la Belle Équipe, du Carillon et du Bataclan. Je me souviens du discours du 13 novembre 2016 et de notre promesse d'offrir aux vivants le droit d'être réparés,
d'offrir aux enfants le bonheur de la paix. L'air grave, le président en exercice et son prédécesseur ont assisté à ces commémorations. 1 minute de silence, suivie de la lecture des noms des 130 personnes tuées sur chacun des 6 lieux attaqués. Devant la salle de concert du Bataclan, 2 membres du groupe de rock californien qui jouaient le soir des attentats étaient là, malgré des propos controversés de l'un d'entre eux, il y a tout juste 1 an sur cette question des armes. Un mini-concert où Jess Hughes est visiblement ému. Je suis fier d'être américain et d'être aujourd'hui parmi le peuple français. Je suis venu avec ma mère car je n'ai peur d'être nulle part. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. La peur, un sentiment aujourd'hui encore présent. Et pour cause, la France est particulièrement visée par Daesh. Depuis les attentats de Paris en 2015, le pays a été frappé par 12 attentats terroristes qui ont fait 98 morts. Et la menace plane toujours, alors que le sort des milliers de combattants de Daesh qui ont fui l'Irak ou la Syrie reste inconnu. On quitte alors pour l'Afrique. C'est parti pour le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président sénégalais Macky Sall a listé aujourd'hui 4 défis sécuritaires pour le continent. L'échange des renseignements, l'intégration des risques, la poursuite de l'éducation contre la radicalisation, enfin le développement dans l'équité et la justice sociale. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique rassemble annuellement depuis 2014 de nombreux chefs d'État et de gouvernements africains, des partenaires internationaux et de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. Au Mali, maintenant. Dakar est pour 2 jours la capitale de la paix et de la sécurité en Afrique. Pour le président du Mali, la première parade au terrorisme et la résorption du chômage des jeunes. L'énergie. À Taoussa, on a un projet de seuil régulateur qui va permettre que l'on puisse espérer d'établissements, d'industries petites et moyennes. Et cela va nous aider à observer, à résorber un chômage dramatique de la jeunesse, qui dès lors se tourne vers le métier des armes et le cycle reprend. Et pour des solutions intégrées face aux défis sécuritaires du continent, l'esprit de collaboration inter-États reste primordial. But whatever the challenges, we can most successfully address it by working together. Mais peu importe les défis, nous pouvons nous en sortir en travaillant ensemble. Un esprit de collaboration est nécessaire entre tous les pays africains. Mais pour le président de la République du Sénégal, une riposte militaire solidaire et globale est plus qu'urgente. De toute évidence, et en premier lieu, la riposte militaire sur le terrain contre les groupes terroristes est vitale. Il ne faut pas faire la fine bouche. On ne peut pas, avec des fleurs, accueillir ou régler le problème qui se passe sur le Sahel. Il faut régler le problème militaire d'abord. C'est inévitable, donc nous devons aussi assumer cela. Ainsi, pour cette 4e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, il est surtout question de trouver des solutions intégrées pour la paix durable en Afrique. Cap à présent sur le Venezuela. Le pays est au bord du défaut de paiement, une option farouchement niée par le président Nicolás Maduro contre l'avis de toutes les agences de notation. Maduro a rassuré ses compatriotes. Le Venezuela ne se déclarerait jamais en défaut de paiement. Ces déclarations sont intervenues avant 2 réunions cruciales tenues aujourd'hui, l'une à Caracas et l'autre à New York, et pourrait décider du destin du pays. Sur Aboutara. Le Venezuela ne se déclarera jamais en défaut de paiement, c'est ce que Nicolás Maduro a affirmé. Le président socialiste a prévu une série de rendez-vous cruciaux avec ses créanciers internationaux à propos de l'énorme dette publique
que le pays ne parvient pas à rembourser. Renégocier la dette du pays estimée à 150 milliards de dollars, c'est donc l'enjeu de cette convocation à Caracas. Le Venezuela ne dispose plus que de 9,7 milliards de dollars de réserves et doit rembourser d'ici la fin de l'année presque 2 milliards et 8 milliards en 2018. Alors que les observateurs demeurent sceptiques quant au succès de cette réunion, Nicolás Maduro a évoqué d'autres négociations en cours avec la Chine et la Russie, deux pays alliés auxquels le Venezuela doit 8 et 28 milliards de dollars. D'après le président vénézuélien, les pourparlers avec Pékin se déroulent parfaitement et un accord a été conclu la semaine dernière avec Moscou pour restructurer environ 3 milliards de dollars de créances. Parallèlement, à New York, un comité spécialisé de l'Association internationale des produits dérivés se penchera aussi sur la question vénézuélienne. Ce comité doit décider des suites à donner au retard de Caracas dans le paiement de 1,16 milliard et 81 millions de dollars qui, vendredi, n'avaient toujours pas été perçus par les créanciers, alors qu'une autre échéance de 200 millions est attendue aujourd'hui. Une décision négative de ce comité pourrait déclencher un potentiel défaut partiel aux conséquences imprévisibles pour Caracas. À noter que le défaut partiel ou total d'un État peut être prononcé par son gouvernement, une agence de notation, un créancier privé ou encore l'Association internationale des produits dérivés. Il arrive un moment où la volonté de payer n'est pas la seule chose qui prévaut. Il faut avoir la capacité de payer et c'est ce qui affecte le Venezuela et force le gouvernement à proposer une alternative. Mais cela se passe dans une atmosphère très négative, non seulement à cause du manque de reconnaissance internationale, mais aussi à cause d'une grave crise économique interne et une crise politique sans précédent. À terme, toutes les agences de notation anticipent un défaut du Venezuela, jugeant ces réserves insuffisantes pour tenir. Leurs avis divergent uniquement sur les délais. Un défaut de paiement aggraverait la récession qui a fait plonger le PIB du Venezuela de 36% en seulement 4 ans et couperait le pays et son groupe étatique pétrolier des marchés internationaux, tout en les exposant à des poursuites et à la saisie de leurs actifs et filiales à l'étranger. Les taux se resserrent autour du Venezuela. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a adopté aujourd'hui des sanctions contre le pays, un embargo sur les armes et sur le matériel, a cité aussi un cadre juridique concernant l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE et le gel des avoirs. Ces mesures seront appliquées de manière progressive et flexible et pourront être étendues en ciblant les personnes impliquées dans le non-respect des principes démocratiques ou de l'État de droit et de la violation des droits de l'homme. L'UE appelle le gouvernement vénézuélien à restaurer de toute urgence la légitimité démocratique. On vous emmène en Allemagne à présent et plus exactement à Bonn. C'est là où se poursuit la COP23. L'acteur et l'ancien gouverneur de Californie, Arno Schwarzenegger, était hier l'invité d'honneur en clôture du sommet des élus locaux et régionaux organisé en marge de la COP. La Californie à elle seule représente la 6e puissance économique mondiale, très incline au changement climatique. Elle est aujourd'hui l'un des leaders en la matière, d'autant plus que le président américain a annoncé son intention de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. À ne pas rater ce soir sur Média TV, une interview exclusive du président Alpha Condé, le chef d'État de la Guinée-Conakry et président en exercice de l'Union africaine. Il s'est confié à votre chaîne d'information. L'Afrique sans avenir, ses défis, les relations Europe-Afrique, le co-développement, la menace terroriste, la migration, le modèle marocain de l'émergence et le dossier du Sahara marocain. Tous ces sujets sont abordés sans langue de bois, sans tabou dans cet entretien exclusif avec le professeur Alpha Condé. C'est Eric Nindou, directeur de la rédaction Afrique de Média TV, qui l'a interviewé. Rendez-vous donc à 19h30 GMT, 21h30 sur Média TV Afrique et 19h30 sur Média TV. Voilà pour cette édition. Merci de votre attention. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans un instant avec Oumaï Massibila. On se retrouve juste après.